Humanité et résilience. Bonjour et merci de me retrouver pour ce rendez-vous de Nico, un point c'est tout. Au sortir d'un React Live avec Michel Tiron, qui a été un succès et que je vous invite à visionner, l'idée d'une chronique a commencé à germer dans mon esprit. Un podcast sur la résilience humaine, que j'ai donc intitulé Humanité et résilience. Pour ne rien cacher, c'est un sujet qui m'interpelle depuis longtemps. Mais dans un premier temps, je n'avais pas réellement envisagé d'en faire un épisode dédié. En fait, il y a eu un moment déclic, un moment très spécifique qui m'a inspiré, plus que tous les autres, et qui m'a fait choisir de passer le pas. C'est celui où Michel nous remémorait ce passage du film I comme Icar et l'expérimentation qui est menée à base d'électrochocs. Action visant à tester jusqu'où l'être humain est prêt à aller, ou encore ce qu'il est prêt à endurer et avec quel degré de contrainte il est disposé à composer. Outre un contexte global qui me paraît riche et un sujet intéressant, il me semble pertinent pour nous, militants politiques, de s'intéresser à ce type de problématique. D'autant qu'on n'a pas tous les mêmes ressorts, endurance, force psychologique et tutti quanti. Je vais essayer de parcourir divers angles pour traiter la question. Le contexte politique, économique et démocratique nous montrant à la fois un très haut degré de résilience des populations, mais aussi à un moment que les peuples se disent « c'est bon, n'en jetez plus ». Palier où ils estiment que les limites du supportable sont franchies et donc où les gens finissent par se mettre en action et qu'une demande de changement en profondeur s'opère. Ce qui n'est pas sans faire écho au concept de révolution citoyenne cher à JLM. Je vais tenter d'illustrer que certains paramètres sont autant d'éléments de bascule. La violence symbolique, en ajoutant à tout le reste et devenant impossible à gérer. Des formules ajoutant l'insulte à la blessure, pour faire une sorte d'anglicisme. On a tous, me semble-t-il, en tête la désormais célèbre phrase de Marie-Antoinette à propos du peuple, qui a faim et manquant de pain, et elle suggérant que ceci le remplace par de la brioche, comme autant de preuves de mépris de classe, d'insensibilité ou bien de déconnexion. Nettement plus contemporain, le monarque présidentiel, le dirigeant actuel donc, se sera distingué pour ses formules aussi blessantes que méprisantes, inspirant certains et les amenant à le qualifier à son tour de méprisant de la République. Formule qui donnera même le titre d'un bouquin des Pinson-Charlot, sociologues, qui sont pour nous tous une référence. Aussi, à travers le monde, les éléments de la rupture ont été aussi divers que variés. Prix du ticket de transport, coût du carburant, prix du sucre, incapacité des élites à gérer les communs, à commencer par l'eau. Tous ces paramètres transformant une tasse pleine à ras-bord en tasse qui déborde. Malgré tout, un trait commun se dégage, celui que des choses essentielles viennent à faire défaut et s'avèrent devenir hors de portée de larges pans de la population, jusqu'au ras-le-bol généralisé et l'éclatement. Dans tous les cas, nous Français sommes en quelque sorte à la pointe d'une telle thématique, sachant le sort qui a été réservé à Louis XVI et sa femme, et globalement l'image qui nous est associée, non sans raison, de pays de tête dure. Ou encore le contexte actuel qui est une forme antagoniste de réaction de nos compatriotes. À l'époque de la Révolution, certaines choses avaient fini par apparaître à ce point intolérables pour que le peuple, pauvre en tête, finisse par se mettre en mouvement. Si bien que ces derniers, tout comme ceux d'aujourd'hui, sortent d'une forme de torpeur ou de sidération, de léthargie parfois, de résignation également, à n'en pas douter. Pour détourner un slogan publicitaire très connu, comme je dis souvent, des siècles de domination feront toujours la différence. Propos quelque peu ironique, mais pas seulement. Si vous me permettez, il est aussi très réaliste, me semble-t-il, compte tenu de la longueur du processus de maintien des privilèges et la démonstration de l'incroyable endurance des gens normaux face aux violences qui leur sont faites et aux difficultés que les attaques qu'ils subissent engendrent. On avait aussi connu une sorte de vrai choc, dont on continue de ressentir l'effet, avec le référendum de 2005 et le résultat des urnes bafouées par nos dirigeants de l'époque. Cela peut sembler lointain, mais ce traité constitutionnel a laissé, depuis lors, des traces indélébiles. Il est à la source de nombreuses fractures au moment où on se parle, de colère rentrée mais profonde. On réalise souvent l'aftermath de la politique des années après. C'est particulièrement ce qui se passe avec cet événement. Dans le contexte beaucoup plus récent, on a connu l'épisode des Gilets jaunes, comme les élitocrates tentent à le qualifier. Nul doute qu'une telle appellation vise à le faire appartenir au passé. Pourtant, si le mouvement s'est essoufflé, il est évident que rien n'est achevé et que les raisons de la colère ne sont pas évanouies.
c'est tout l'inverse. Toujours durant ces derniers mois, il y a eu les émeutes urbaines, là encore pour reprendre le vocabulaire à peine orienté des acteurs médiatiques. Nous parlons bien plus volontiers de révolte urbaine pour rappeler leur caractère politique et la rentrée en rébellion de certains pans de la société. Et puis, des plus fraîchement, ce déni de démocratie plus que flagrant de la part du pensionnaire de l'Élysée des suites de la victoire du nouveau Front populaire aux élections législatives de cette année. Déni qui aura finalement trouvé son apogée et dénouement temporaire avec la nomination de Barnier en tant que Premier ministre et en lieu et place de la seule personne légitime à ce poste, à savoir Lucie Castet, telle que désignée par la formation qui est arrivée devant les autres. Nul doute que ce ne sera pas la fin de l'histoire. Bref, tout un contexte qui a de quoi faire dire aux savapétistes que ça va péter, justement. Petit clin d'œil au camarade Thibault, qui nous a fait bien rire avec son expression et que j'ai eu empreinte pour l'occasion. Par souci d'honnêteté et de transparence, je commence l'écriture de ce podcast alors qu'une manifestation pointe à l'horizon, celle du 7 septembre. Elle donnera sûrement un ordre d'idée à la fois sur le paramètre résilience du pays, mais aussi sur le degré de colère qu'il contient en son sein. De ce côté, quelle qu'en soit l'issue, je pense qu'on pourra dire, sans se tromper, que le président actuel n'est pas tout à fait un maître en matière d'apaisement des situations de tension, et qu'il aurait davantage tendance à mettre de l'huile sur le feu, qu'il excelle dans le fait de mettre en rage bon nombre de personnes, dont beaucoup, dont la colère, pour l'heure, demeure sourde. Et pour cause. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à considérer la gestion de ces dernières semaines. Enfumage, démocratie mise plus qu'entre parenthèses, mise à mal même. Tout ceci saupoudré d'une dose de mépris et de tentative de délégitimisation du peuple, venu s'exprimer en masse ces 30 juin et 7 juillet derniers. Il est plus que probable que nombre d'individus seront détournés de la manifestation par la manière dont les dernières auront été réprimées, par la peur qu'inspire désormais le fait de manifester. Toutefois, ce sera l'occasion de jauger quelque peu l'état du pays et à quel point la coupe est pleine, si on veut. Avec cette situation démocratique critique, une jauge de la détermination populaire. Il faut dire ce qui est. Les mouvements que j'évoquais précédemment ne se sont pas produits de manière fortuite, par le simple fait du hasard. Parfois, plutôt, par le fait du prince. Petite touche d'humour. Fin de parenthèse. Souvent, il y a une étincelle qui met le feu à la plaine, pour reprendre une image utilisée par beaucoup. Le degré de résilience des Français étant resté plus conséquent que de raison. S'il en est besoin, laissez-moi vous dépeindre le contexte, des différents points de vue. La France a souvent été un modèle à travers le temps, souvent pour le meilleur. Les exemples ne manquent pas. Révolution française, droits de l'homme, etc. Mais aussi pour le pire, aussi en fonction des situations. Là, le tableau que l'on peut dresser s'avère tout de même assez sombre. Très enclin à nous montrer la dualité entre colère présente et une grande résilience, voire une capacité à souffrir et garder la tête dans le guidon, malgré les coups reçus sur la tête. Qu'il y a de véritables racines de la colère populaire, qu'elles sont profondes. Colère encore contenue pour le moment chez les plus résilients. L'exaspération semble généralisée en revanche. Entrons dans le détail. Du point de vue du droit du travail. Je pense que si la situation est ce qu'elle est, dans ce domaine, la gauche n'y est certainement pas étrangère, bien au contraire. Enfin, entendons-nous bien, évidemment, tout dépend de ce qu'on veut associer à ce terme. On peut toujours disserter sur le fait que Hollande, Cazeneuve et Valls peuvent se réclamer de ce courant ou non. Quoi qu'il en soit, même en ne rentrant pas dans ce type de débat, le fait d'avoir eu un gouvernement étiqueté à gauche et qui aura contribué à continuer le travail des gouvernements de droite, à affaiblir le droit des travailleurs et passer, parallèlement, beaucoup de lois liberticides, aura été une source indéniable de résignation pour les uns, de colère pour les autres. La loi El Khomri, la fin des CHCT et plein d'autres mesures de ce registre auront résolument aggravé le rapport de force en faveur du patronat et rendu la situation des gens en emploi toujours plus contrainte et écrasante. Et là, je ne me lance même pas dans le sujet de la modification des prud'hommes et la mise en place de tarifs préalablement déterminés aidant les entreprises à se débarrasser plus facilement de leur personnel. Ou encore de la question des privés d'emploi, dont peu de monde se soucie en fin de compte. Pour en revenir à la gauche, ce n'est pas pour rien que Hollande n'avait guère pu se présenter pour un second mandat alors qu'il ne souhaitait que cela. Son bilan social et en termes d'emploi incarnant l'échec de sa politique et permettant de saisir ses renoncements ou encore l'abandon de ses promesses de campagne. Macron, que je tends à décrire comme un accélérateur de particules, aura été à la hauteur de nos attentes, dans
dans le pire. Si je puis dire, c'est massacre à la tronçonneuse auquel on a assisté. Cela renvoie à l'appartenance de Milei et de Macron, grosso modo, au même courant de pensée, et on comprend mieux leur entente cordiale et ces civilités qui se sont échangées. Vous l'aurez compris, bilan affreux question travail. Du point de vue social. Le constat est absolument terrible. On ne se demande pas pourquoi certains sont en proie au dooming, comme disent les jeunes. En plus des enjeux climatiques traités par-dessus la jambe, ce qui nous met tous en danger, il y a ce sentiment absolument imbuvable que les générations futures auront une vie toujours plus compliquée. Contrairement à ce qui se produisait par le passé, où les parents avaient foi en une vie meilleure pour leur progéniture. De nos jours, nombre de jeunes couples ne souhaitent pas avoir de descendance, comme tout un symbole de cette perte de confiance en l'avenir, une forme de perte de goût en la vie ou de foi en l'être humain. L'œuvre de Macron est, logiquement, somme toute assez identique à celle de tous les libéraux qui l'ont précédé. La casse des protections sous ses mandats aura été incomparable, par contre. Dans l'Hexagone, personne n'aura réussi à faire aussi fort en la matière. Pendant longtemps, notre pays aura figuré comme un bastion de résistance quelque peu préservé. Même les plus droitiers, les Sarkozy, les Fillon, auront eu l'air de joueurs de Ligue 2 à comparaison. Reconnaissons-le. Macron a mis en place le programme de toujours des LR, que n'était jamais parvenu à faire passer. On peut dire que la formule de Sarko était parfaitement lucide et réaliste lorsqu'il a déclaré que Macron, c'était lui en mieux. Une chose est certaine, en bon libéral, il aura appliqué des recettes pro-business si agressives que la dimension sociale de la République aura volé en éclats. Dans la même veine, il aura été un néolibéral convaincant en mettant au service du privé les moyens et services de l'État. Les finances étant une chose finie, bien sûr, au détriment des classes moyennes et populaires. Il aura surtout fait du travailleur pauvre et du travailleur précaire la norme, avec tout ce que cela sous-tend en termes de difficultés de projection sur l'avenir et d'exploitation capitaliste. Les plus naïfs se seront fait rouler dans la farine par la séduisante chimère d'être libre et libéré de son patron, en devenant son propre boss, justement. Je crois qu'on en est rendu à 9 millions de travailleurs pauvres et 12 millions de gens en dessous du seuil de pauvreté. Chiffre à vérifier ou confirmer, mais cela donne un ordre d'idée en tout cas de la casse mise en œuvre. C'est encore plus alarmant dans les territoires ultramarins. Les populations locales étant privées d'eau et d'école, par ricochet, et dépravées de toute considération à leurs égards. Le tout dans un contexte de fort taux de chômage et de perspectives bloquées à moins de s'expatrier vers la métropole, si je puis dire, pour compléter le tableau social. Pire, on a même poussé le vice jusqu'à traquer ces salauds de chômeurs et ces feignants et assistés qui touchent des sommes mirobolantes grâce aux minima sociaux. Vous voyez l'ambiance. Évidemment, tout cela n'existe que dans des esprits malades et il s'agirait d'informer les génies à la baguette que la France a signé des conventions sur le travail forcé. Leur politique de travail en contrepartie du RSA constitue donc une violation du traité de ce que j'en comprends. Par ailleurs, si ces gens avaient les pieds qui touchaient encore la terre ferme, alors ils réaliseraient que les sommes largement insuffisantes perçues vont encore se réduire davantage à peau de chagrin avec les coûts induits du fait de devoir pratiquer une activité professionnelle. Pour le dire autrement, que leur usine à gaz aura pour effet d'appauvrir encore les déjà très pauvres. Une chose est certaine, personnellement, pour les remettre en contact avec un semblant de concret, je les invite à tenter de vivre avec les sommes en question. On verra alors si tant de gens se satisfont de ces maigres aides et renoncent à un retour à l'emploi pour filer la grande vie au crochet de tous. Désolé, comme vous le savez, j'ai un penchant naturel à l'ironie. Mais là, il est difficile de s'en empêcher, au regard des âneries véhiculées par le discours dominant. On aura une nouvelle fois pu constater que les Outre-mer et les quartiers populaires continuent à être le laboratoire des expérimentations du libéralisme et de la maltraitance qui en résulte. Ah oui, j'oubliais. Last but not least. Comment ne pas s'indigner des syndicats et corps intermédiaires malmenés et réduits au rang de spectateurs ou de pom-pom girls si on veut aller par là. Ceux-ci se voyant infliger le discours descendant du président. Ils auront été à peine écoutés, mais certainement pas consultés ou concertés. Autrement dit, un bilan catastrophique sur le plan social. Du point de vue humain. Comment en venir à un autre constat que celui d'un immense gâchis? En somme, tout ce qui avait cours et qui était déjà effroyable auparavant a atteint le niveau du dessus en quelque sorte. Les retraités vivent toujours moins bien, les jeunes sont exclus de presque tout, à commencer par les études avec Parcoursup, et de l'emploi du fait du manque d'opportunités professionnelles, de carrières stables et d'emplois décents générés en nombre suffisant à leur offrir.
Les femmes ont vu leur cause, pourtant décrétée grande cause du quinquennat, globalement largement reculer. Le ministère qui leur a été consacré ayant connu des baisses drastiques de dotation. Budget en berne qui a impacté l'ensemble des structures prenant en charge la condition des femmes, avec des conséquences concrètes, comme la fermeture de certaines lignes à destination des femmes en danger. Belle hypocrisie en résumé. Et là, on n'ouvre même pas le chapitre des représentants, députés et ministres du clan présidentiel accusés de VSS et qui n'auront même pas été poussés vers la sortie, comme un message fort envoyé de l'hypocrisie en marche. Aussi, les droitards ne sont pas bien malins. Ils dénoncent des agressions permanentes de femmes, notamment dans la rue, alors qu'ils sont aux manettes, ce qui nous laisse envisager la nullité de leurs actions, et qu'ils ne prennent même pas le soin de se cacher. En outre, on n'a pas vu les collectifs féministes se targuer de nettes améliorations dans les dépôts de plaintes, ou concernant les ratios agression-plainte, justement. Pour ce qui est des LGBT, c'est peut-être pire encore, puisque le nombre d'attaques à leur endroit a significativement progressé et qu'on a, là encore, importé le bullshit made in US, ce qui a pour effet une stigmatisation accrue des personnes intéressées. Ils pourront remercier les médias de certains qui auront joué une partition réglée comme du papier à musique en ce sens, speech stigmatisant à l'appui. Que dire des fractures qui se créent au sein du peuple, avec des élites en mode sécession, à qui on a tout cédé et déroulé le tapis rouge, et des communautés pointées du doigt en H24 pour tout et son contraire, comme c'est le cas des musulmans. Et donc, puisque dans leurs cervelles étriquées c'est pareil, des quartiers populaires de fait. Et là, je vous passe en mode accéléré la dématérialisation ainsi que la numérisation qui rime avec déshumanisation, solitude, éloignement, voire désœuvrement, et en particulier l'isolement des coins les plus ruraux. Aux Antilles, à La Réunion, en Guyane, en Polynésie, partout et bien sûr, par extension en Kanaki, le comportement témoigne du colonialisme à l'œuvre. Bref, difficile de s'imaginer l'humain plus déconsidéré et un bilan plus ahurissant de ce point de vue. Du point de vue économique. En dépit d'une dette publique brandie comme épouvantail, du fait des proportions qu'elle a atteint, il s'agirait de ne pas s'y tromper. Le pays est riche, et on ne peut plus riche qu'il n'a jamais été, en fin de compte. D'ailleurs, comme tout un symbole, certaines personnes ou structures économiques se portent plus que bien et constituent la parfaite démonstration que le pays n'est pas au 110e dessous, comme nos gouvernants tentent de nous le faire intégrer, à grands coups de relais médiatiques. Le bilan parle de lui-même, un pays qui s'assimile à une fabrique à millionnaires et milliardaires, des entreprises du CAC 40 qui se dressent en Stakhanov du dividende pour les actionnaires, une France dénuée de ressources en pétrole et autres, mais dont les idées, pour reprendre la fameuse maxime publicitaire, la place au rang de 7e économie mondiale et 2e européenne. Le tout pour un tout petit pays en termes de superficie, ce qui rend l'exploit plus remarquable encore. En parallèle, comme tout un symbole de résilience, on a une France dont la population souffre, des millions de gens sous le seuil de pauvreté, des millions également à avoir un travail à plein temps, mais qui ne font que survivre ou peiner à payer les factures. Certains jusqu'à être dans la capacité d'acquérir un logement, ce qui est très évocateur du malaise en cours. Et l'on ne fait pas de focus sur les gens dans le rouge le 5 du mois et qui calculent tout, jusque derrière la virgule. Personne souvent matraqué par le système bancaire qui plus est. Du point de vue politique. On se trouve dans une situation tout à fait singulière, politiquement parlant. La vie politique, précédemment bipolaire d'une certaine manière, a laissé place à une situation des plus complexes avec 3 voire 4 blocs distincts, que certains pourraient voir comme irréconciliables. On a un pouvoir en place qui ne démord pas d'appliquer ses recettes, quand bien même la plupart de la population n'en veut pas. On a un pouvoir qui se raidit et se livre, assez joyeusement, à ce qui serait dépeint comme un coup de force dans n'importe quel autre pays. En outre, il n'est pas superflu de rappeler que ce qui se passe chez nous apparaît à peine croyable vu de l'étranger, comme le signale le nombre de médias venus en observateur. On assiste à un déni de démocratie très évident. Les tergiversations autour des JO comme un signe d'un pouvoir en recherche de solutions politiciennes pour ne pas respecter le résultat du scrutin et voir la gauche s'installer à Matignon pour échanger la trajectoire du pays. Une façon de gagner du temps ou de se rendre maître des horloges qui ne trompent pas grand monde.
Ceci tournerait au risible si ce n'était pas aussi grave, en constatant que Macron a cherché à nous imposer tout type de personnages ne représentant plus ou moins qu'eux-mêmes, sous prétexte de former un gouvernement solide, stable et pouvant résister à des motions de censure potentielles. Cerise sur le gâteau avec la désignation de Barnier, issu des LR et dont le parti a fini 4e aux législatives. Tout est dit. Tout cela, nul besoin de le préciser, avec la bénédiction des médias qui ne trouvent rien à redire et pour qui tout semble paraître des plus naturels. Les médias jouent un rôle plus que déterminant dans la formation de l'opinion publique et donc dans l'acceptation de ce qui se produit depuis le début juillet. Comble du ridicule, ce seront les mêmes, assistés par leurs nouveaux amis de l'après, qui viendront dénoncer la faillite de démocratie au sein de la FI et le comportement de despote de son leader. Que dire ? LOL. Du point de vue du pouvoir d'achat. Commençons par le début. Nous contestons plutôt cette notion et tendons à considérer qu'une formulation plus adéquate serait de parler de capacité à mener une vie décente. Pouvoir d'achat s'inscrivant davantage dans une idée de frénésie de consommation, indistinctement entre bonne et légitime consommation pour répondre aux besoins essentiels, et des achats nettement plus superficiels, voire pouvant tenir du gaspillage ou de la surconsommation capitaliste, dont justement des importations de produits peu vertueux sur les plans social et environnemental. Cette notion de pouvoir d'achat, dans le raisonnement des droitards, est quelque part reliée à la notion de sacrifice et de travailler plus pour gagner plus, ou encore de l'effort récompensé, vaste blague. En vérité, c'est tout sauf une réalité. On ne cesse de vilipender ces Français qui ne travaillent pas, voire qui ne foutraient rien, mais qui parviennent à hisser l'économie du pays à la 7e place mondiale. Paradoxal, non ? L'habituelle confrontation du modèle allemand et du modèle bolchevique français, selon Gattaz, sert de justification à tout. Dommage pour les germanolâtres, celui outre-Rhin, aussi vertueux puisse-t-il s'avérer, voit ses travailleurs avoir une moyenne de temps de travail inférieure à celle de la France, d'1 heure par semaine environ. Et la productivité est meilleure en France, qui plus est. Voilà pour les déclinistes au passage. La vérité est qu'une fois encore, on est dans les faux-semblants et que ce qu'on veut nous faire avaler sur la valeur travail est un leurre. Le système actuel favorise largement les rentiers et en tout point les actionnaires. Étrange équation donc. Conclusion. Quand on met tout cela bout à bout, on comprend bien la grande disparité de la situation en fonction de ce que l'on considère. Comme un aveu d'injustice, on a un pays et une tranche de la population, mais aussi les plus grosses entreprises, qui se taillent la part du lion et se trouvent en parfaite santé, qui sont plus alertes que jamais. Dans le même temps, les plus fragiles souffrent plus que jamais, et les classes moyennes sont atomisées, une très faible portion étant aspirée par le haut. L'autre, plus importante numériquement, continuant de se voir dégringoler étape après étape, année après année, et venant grossir les rangs des populations les moins bien loties, à force de prédation des plus aisés, ainsi que du rôle joué par l'État qui fait reposer tout l'effort sur leurs épaules. Pour ceux-ci, le dénuement et l'exaspération sont en progression constante, c'est une certitude à mon avis. Avec de tels constats et bilans, on se demande comment la société tient encore, comment on n'a pas des manifestations de masse, ou du moins plus massives. Comment les gens ne votent pas plus significativement pour le nouveau Front populaire ou encore prennent le pari d'un changement radical ou de bifurcation. Par extension, on peut être amené aussi à se demander comment certains sont tentés par la route de secours du système et donc par des politiques très proches de celles appliquées aujourd'hui et dont le résultat ne différera qu'à la marge. La réponse étant sûrement par déficit de connaissances ou de politisation, j'imagine, ainsi que par le rôle délétère des médias de l'officialité. Tout cela en guise de preuve d'une résilience tout de même incroyable de l'être humain. Toutefois, les lignes bougent, et le changement climatique et ses impacts pourraient bien changer la donne dans les mois et les années à venir. Voilà, je vous propose de clore ici ce podcast. J'espère vous avoir donné à réfléchir sur le sujet, et vous avoir introduit quelques données intéressantes par le biais du traitement de ce sujet. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Pour ma part, je vous donne rendez-vous bientôt avec un nouvel épisode de Nico, un point c'est tout. Merci de votre attention.